Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour Sophie Majeran. Bonjour Corentin. Alors aujourd'hui, vous nous parlez des richesses d'Étrurie et d'Ombrie, en Italie évidemment. Oui, alors ce sont des contrées italiennes qui sont finalement assez peu connues ou assez peu populaires, comme on dit aujourd'hui. Et c'est dommage. C'est dommage parce que c'est cette région, l'Étrurie, qui n'existe pas à part entière. Vous avez les grandes régions administratives italiennes comme le Latium, la Toscane, la Sicile et d'autres que nous connaissons bien. Et l'Étrurie, eh bien, c'est cette région historique qui se trouve au nord de Rome, à cheval entre le sud de la Toscane et le nord du Latium, là où les Étrusques ont évolué. Ce monde étrusque absolument passionnant, ce peuple, ce grand peuple étrusque, eh bien, qui a occupé une grande partie de la botte italienne au premier millénaire avant Jésus-Christ et qui d'ailleurs s'étendait, si vous voulez, de la plaine du Pô jusqu'en Campanie, jusqu'à Naples, alors même que Rome n'était qu'un petit village de cabanes. Ce sont ces Étrusques que nous allons découvrir lors de ce voyage, entre autres, parce que nous ferons un saut également dans la région voisine de l'Ombrie, qui est fameuse, celle-ci, là où se trouve notamment Assise, Pérouse, le lac Trasimène, des noms qui vous parlent certainement, cher Corentin. Vous vous souvenez sans doute d'Hannibal et de sa grande victoire au lac Trasimène. Donc nous parlerons de tout cela lors de ce voyage un peu inédit. Sur 5 jours, bien sûr, nous atterrirons à Rome et nous nous immergerons dans ce monde antique. Dans une première partie du voyage, on parlait donc des Étrusques. N'oublions pas que les Étrusques, ce sont cette population, je vous le disais, qui s'étendait de la plaine du Pô jusqu'à la Campanie, alors que Rome n'existait pratiquement pas, et qui va imposer d'ailleurs à Rome des rois, les fameux rois étrusques, qui donneront en horreur à la République romaine ce souvenir de la royauté, de la monarchie, mais c'est surtout ces Étrusques qui vont faire l'interface finalement entre le monde oriental de la Méditerranée, qui vont absorber, qui vont accueillir, figurez-vous, l'alphabet qui a été inventé, comme vous le savez, par les Phéniciens, qui ne sont finalement que les Cananéens de la Bible, les fameux Phéniciens inventeurs de l'alphabet, qui le transmettront aux Grecs et qui eux-mêmes le transmettront à nos amis les Étrusques. Donc c'est absolument passionnant tout cela, et puis qui donneront ce même alphabet à Rome. À Rome. Et donc, on est au nord de Rome. Donc, on rappelle du mercredi 22 mars au dimanche 26 mars. Et donc, c'est avec vous. C'est avec moi. Alors, c'est pour ça que j'en parle peut-être un petit peu avec passion. Comme je le dis parfois, je suis une archéologue ratée. Je l'avoue très, très simplement. J'ai fait ces études d'archéologie il y a longtemps maintenant. J'ai eu la chance de faire des fouilles dans le monde méditerranéen, on va dire au sens large, et d'être passionnée, bien sûr, par toutes ces civilisations antiques qui nous ont tout apporté finalement. Et donc de s'immerger là, c'est fascinant et c'est toujours intéressant également de partager cette passion. C'est vrai que les Étrusques ont laissé une écriture qui est malheureusement encore aujourd'hui non déchiffrée, mais de nombreuses tombes à tumuli avec des chambres funéraires peintes qui sont remarquables et que nous découvrirons bien sûr lors de ce voyage, notamment à Tarquinia, à Cerveteri, qui sont ces grandes villes étrusques qui ont été fouillées maintenant il y a longtemps. Alors, le programme de ces 5 jours. Alors, outre toute cette immersion dans le monde antique et étrusque particulièrement, nous découvrirons aussi ce nord du Latium et ce sud de la Toscane qui regorge de richesses autour de Viterbe. Nous logerons les 4 nuits à Viterbe, qui est une ville absolument fantastique, très jolie, très riche, avec un patrimoine médiéval extraordinaire. Et figurez-vous qu'il y a eu même la présence des papes au XIIIe siècle. Et on se promènera, nous visiterons bien sûr Viterbe avec le quartier populaire San Pellegrino, mais aussi le palais des papes, justement édifié en 1257 par un certain pape Alexandre IV, qui décida d'ailleurs à l'époque de déplacer le siège de la curie pontificale de Rome à Viterbe. Vous savez que Rome au Moyen-Âge c'est quand même assez agité et que plusieurs fois finalement les papes ont dû partir et fuir de Rome. Alors, outre cette visite de Viterbe absolument passionnante, il y a 2 points forts à souligner, qui sont méconnus encore une fois, et c'est fort dommage. Ce sont des villas Renaissance. La Villa Lante déjà, qui avait été voulue par un certain Giovan Francesco Gambara, évêque
est proche de la famille Farnèse. Nous y voilà, la famille Farnèse, cette grande famille de la Renaissance, qui va être mécène, qui va favoriser la construction de palais absolument extraordinaires. La Villa Lante Villa, c'est le contraire de palais. Le palais, on est en plein cœur de la ville. Vous avez certainement vu le palais Farnèse justement à Rome, dessiné par un certain Michel-Ange, qui est aujourd'hui le siège de l'ambassade de France en Italie. Mais on a toujours les villas. Les villas, ce sont ces palais extraordinaires, mais à la campagne, à la manière. Les villas sont les palais à la campagne. Exactement, avec des jardins extraordinaires et qui sont rythmés d'un spectacle aquatique. Alors vous verrez que, chers amis, pour ceux qui viennent et qui s'inscriront à ce voyage, c'est le printemps, la fin mars. C'est le début du printemps en Italie. Vous avez tous les arbres de Judée en fleurs. Vous avez tous ces parterres de fleurs qui sont déjà fleuris. On a plus d'1 mois et demi d'avance par rapport à Paris. On veut parler de Paris. Donc le printemps plus tôt. Ouais. Le printemps est bien plus tôt. Et il y a une autre villa extraordinaire. C'est la villa de la Farnèse, cette fois-ci à Caprarola, qui a été voulue par le cardinal Farnèse et non pas par un de ses amis. C'est un modèle typique des villas de cette époque et vous verrez, c'est une visite inouïe. Pourquoi c'est assez typique? Parce que si vous regardez, chers amis, des photos, d'une part, le palais a une forme tout à fait étonnante. C'est un pentagone en fait. Vous voyez que les Américains n'ont rien inventé. C'est une forme de pentagone avec une cour circulaire en son centre. Et vous avez surtout un escalier très étonnant, extraordinaire, qui est supporté par des colonnes doubles. Et qui est en colimaçon et surtout qui est décoré sur son plafond de décors de la Renaissance, de grotesques comme on les appelle, et c'est absolument fascinant. Alors je ne sais pas si vous connaissez l'origine des grotesques. Ah non, alors dites-moi, dites-nous pour nos auditeurs. Disons-le, c'est intéressant. C'est vrai que il faut remonter à la Renaissance et nous y sommes là dans ce palais de la Villa Farnèse à Caprarola. Souvenez-vous que Michel-Ange, Raphaël avaient l'habitude à Rome de redécouvrir les antiques. Et au-dessus du Colisée, ils avaient trouvé des anfractuosités dans le sol. Ils y étaient allés dans une sorte de grotte. De grotte, pensait-il. Ils s'éclairaient à la bougie. Et là, ils ont découvert des décors absolument inouïs. Et pensant être dans des grottes, ils les ont appelés les grotesques. En réalité, ils étaient dans le palais de Néron, dans la maison d'or de Néron, qui avait été enfouie suite à la condamnation de la mémoire de Néron. C'était sa villa, la villa Aurea, la villa dorée de Néron, qu'ils avaient redécouvert sans le savoir. Ah, c'est magnifique. Donc là, c'est toute l'architecture romaine, italienne, dans son génie qui s'exprime en Étrurie et en Ombrie. Oui, absolument. Et encore une fois, c'est méconnu, ce qui est dommage, parce qu'on va toujours aux mêmes endroits. On va à Rome, et ça, c'est un classique. On est chez nous, on se sent à la maison, on en a déjà parlé. On a l'habitude, nous, Français, d'aller en Toscane, maintenant d'aller en Sicile, dans les Pouilles et à Naples, à Venise, bien sûr. Puis après, on a un petit peu peur de sortir des sentiers battus, et c'est dommage. C'est dommage parce que l'Italie regorge de richesses et c'est finalement très agréable aussi de découvrir ces régions qui sont encore hors des sentiers battus, qui ne sont pas pollué par le tourisme, de masse. Exactement. Donc ça, c'est très, très agréable. Et puis, on fera cette excursion, effectivement, à Orvieto, donc dans cette région très belle qui est l'Ombrie. Orvieto, qui est juchée sur un promontoire rocheux, ceinturé de remparts. C'est une ville médiévale aussi. Une visite d'Orvieto souterraine également permettra de découvrir un ensemble de galeries, figurez-vous, d'époque étrusque. Nous y voilà. La boucle sera bouclée. Et donc, il y a aussi tous les lacs. Il y a le lac Bolsena, c'est ça? Oui, le lac Bolsena, le lac Bracciano, qui sont méconnus là encore. Ce sont des lacs d'origine volcanique. Très jolie ville implantée par exemple sur le bord du lac Bracciano avec un magnifique château, le château Orsini Odescalchi. Là c'est vous voyez un autre type encore de construction. On est toujours à la Renaissance, mais architecture militaire de la Renaissance. Et puis vous parliez également du lac Bolsena, très très intéressant, situé à l'emplacement d'un volcan éteint comme on le disait et qui s'est rempli d'eau. Là encore, vous avez des villes absolument fantastiques.
une petite ville qui s'appelle Bolsena elle-même. Avec notamment une église, l'église Santa Cristina, où eut lieu, figurez-vous, un miracle eucharistique en 1263. Ah, donc toujours un aspect spirituel. Donc Odeia, vous avez, donc il y a des cathédrales, il y a des villas, il y a des lacs magnifiques et donc toujours et un aspect spirituel. Voilà, donc c'est du 22 mars au dimanche 26 mars 2023. Avec Sophie Mageran. Il y a une spécialité culinaire ou à chaque fois l'Italie c'est toujours la même chose ou non ? Oui, c'est pas toujours la même chose. C'est pas toujours la même chose. Justement, il y a des grands classiques bien sûr, mais vous voyez, on est dans des régions là d'élevage, la viande par exemple il est très bonne et on sait faire cuire la viande, la bistecca fiorentina, vous savez ces grosses côtes de bœuf qu'on fait cuire à la braise. Ils ont la tradition encore dans les restaurants d'ailleurs de cuisiner à la braise. Oui. Et c'est très très agréable. Outre, on ne mange pas que des pâtes. Non, ça fait partie de la base de la nourriture italienne. Une fois par jour et notamment à midi, il y a un plat de pâtes qui peut être très varié. Mais rassurez-vous, chers auditeurs, ce ne sont pas des nouilles déjà, comme on sait les faire en France. C'est très fin, ça peut être très fin. Et puis surtout, chez Odeia, eh bien, nous faisons attention également au menu que nous proposons lors des voyages pour ne pas servir les mêmes plats chaque jour. Eh ben, merci beaucoup Sophie Mageran. Donc on rappelle, du mercredi 22 mars au dimanche 26 mars 2023, Richesse d'Étrurie et d'Ombrie. Donc avec vous, Sophie Mageran, vous ne serez pas là à ce moment-là pour nous parler. Je serai en Italie. Vous serez en Italie, donc profitez bien et merci beaucoup. Puis à la semaine prochaine pour une nouvelle chronique voyage. Merci Corentin, bonne journée. Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.